On le considère à juste titre comme un des plus lettrés de nos hommes politiques. Pour preuve, après un premier roman, Musique absolue, une répétition avec Carlos Kleiber paru l'an dernier, Bruno Le Maire publie aujourd'hui des carnets politiques, donc Jour de pouvoir dans la prestigieuse, comme on dit chaque fois, collection blanche de chez Gallimard, rien que ça. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Rappelons que vous avez été ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de François Fillon, député UMP de l'Eure depuis 2012, et que dans ce Jour de pouvoir, vous nous racontez le quotidien du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 11 mai 2012, ce que c'est qu'exercer le pouvoir au jour le jour, d'être acteur et pas seulement témoin ou commentateur. Jour de pouvoir, donc c'est la chronique d'un acteur qui veut transmettre cette expérience humaine que l'immense majorité des Français ne connaîtront jamais. Et vous nous racontez, du coup, Bruno Le Maire, à travers des anecdotes du quotidien, on est souvent au bord et même on est carrément dans l'éclat de rire, vous nous racontez le quotidien de vos voyages, notamment avec l'ancien président Nicolas Sarkozy, ses doutes, ses fiertés, ses convictions, son intimité, ses blagues à lui aussi d'ailleurs, mais c'est aussi une façon pour vous, visiblement, d'écrire un manifeste sur ce que doit être ou devrait être un homme d'État et ce que doit être la politique, une politique entièrement rénovée. Et ce livre paraît au moment même où la politique ne brille pas vraiment, en tout cas pas dans le cœur des Français. Vous avez vu le sondage indiquant la défiance très grande des Français vis-à-vis du personnel politique et aussi d'ailleurs du personnel médiatique. Votre parti, Bruno Le Maire, vient de se déchirer dans une lutte fratricide des plus grotesques pour certains tout de même, de laquelle d'ailleurs vous avez pris quelques distances, et puis aujourd'hui, l'Assemblée nationale, les députés UMP rivalisent d'originalité pour déposer des milliers d'amendements et obstruer ainsi le débat sur le mariage pour tous. Mariage pour tous, vous, sur lequel vous vous êtes prononcé avec une sorte de distance par rapport à votre parti également. Mais est-ce qu'on peut dire qu'au fond, en ce moment, de la crise à l'UMP jusqu'au débat parlementaire en cours, est-ce que c'est cette politique-là que vous aimez, Bruno Le Maire ? Je vais reprendre les termes que vous avez employés, ainsi que ceux de Hubert Huertas, qui sont très justes. Ce livre, Jour de pouvoir, c'est à la fois un témoignage et un manifeste. C'est un témoignage parce que je veux faire partager à tous les lecteurs l'expérience vécue du pouvoir. Comment ça se passe ? Comment les gens se comportent, les mimiques, les visages, les habits, les déplacements dans une pièce. Lorsque Nicolas Sarkozy convoque sa majorité à un petit déjeuner, que l'un des membres du petit déjeuner se lance dans une grande dissertation et que Nicolas Sarkozy pose les deux mains à plat sur la table et lève les yeux vers le lustre en cristal et pendant toute l'intervention ne décroche pas les yeux du lustre en cristal, on a compris que l'intervention ne le passionnait pas et qu'il manifestait son agacement. Et le pouvoir, c'est ça, c'est des petits gestes qui manifestent un agacement, une volonté, un rejet, une ambition. Et je crois que les Français ont droit à savoir quelle est cette expérience vécue du pouvoir, comment ça marche, comment ça se passe, à l'intérieur d'un avion, dans un train, dans un sommet du G20. Je pense que de ce point de vue-là, c'est un geste démocratique. En même temps, c'est un manifeste, parce que moi, je ne me satisfais absolument pas de la politique telle qu'elle est. J'aime pas les petites phrases, je n'aime pas les changements de cap, je n'aime pas les calculs sur un sujet ou sur un autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on débat d'une question qui est grave à l'Assemblée nationale, qui est la question du mariage entre couples de même sexe et de la possibilité d'adopter des enfants. C'est pas une question qu'on traite à la légère. Et je peux vous dire que ça a suscité chez moi beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, notamment par rapport aux enfants, qui sont pour moi la question clé. Simplement, j'ai une ligne politique depuis des années sur ce sujet, qui est celle de l'égalité des droits. Je pense que l'égalité des droits, c'est un des éléments de l'identité de la République française. Et j'ai donc considéré qu'il était légitime, nécessaire, qu'on accorde les mêmes protections aux couples homosexuels qu'aux couples hétérosexuels, notamment lorsqu'il y a l'un des conjoints qui décède. J'ai considéré également qu'il y avait des situations de fait, c'est-à-dire des enfants qui sont élevés par des couples homosexuels et qui se retrouvaient pour les beaux-parents dans une situation hors la loi. Mais est-ce que ça vous amène c'était pas acceptable. Est-ce que ça vous amène à accepter l'idée du mariage, ou bien est-ce que, en développant cette idée des droits, vous souhaitez qu'on trouve une manière, une sorte de pacte, quelque chose qui ne soit pas le mariage? Parce qu'il y a cette idée dans votre parti. Je vais vous dire, moi j'ai regretté qu'on n'ait pas mis en place ce contrat d'union civile. Je pense vraiment que c'était la solution à la fois la plus efficace et celle qui rassemblait le plus les Français.
Ça a évité d'utiliser le mot de mariage, qui pose de vraies difficultés. C'est une institution qui est importante. Et puis, ça permettait également de mieux encadrer la question de l'adoption et d'avoir un projet de société qui soit clair. Pourquoi est-ce que je m'abstiens ? Cette abstention, c'est un acte de courage. C'est pas un acte de renoncement. C'est un acte de conviction. C'est de dire oui, il faut avancer vers l'égalité des droits et il faut que chacun ait les mêmes droits dans notre pays. Et oui, il ne faut pas laisser, ne serait-ce qu'une seule personne en France, en dehors du droit et en dehors de la législation. Mais pourquoi pas le mariage ? Pourquoi est-ce que je ne vote pas contrat, le texte ? C'est que le projet de société qui est derrière ce texte, il est flou. On ne sait pas où veulent aller les socialistes, où veut aller le gouvernement. On voit surgir tout d'un coup, au détour de la conversation, et je le regrette parce que ça a participé aussi de l'affrontement au sein de la société française, la question de la gestation pour autrui ou la question de la PMA. Et là, on part sur un projet de société qui est radicalement différent. Là, il ne s'agit plus du tout d'encadrer les situations existantes et de donner des droits. Il s'agit de bâtir une autre société avec un autre rapport entre les sexes. Et ça, je ne suis pas d'accord du tout. Lorsqu'on commence à nier l'existence de la différence des sexes et que l'on s'engage vers cette idée de la théorie des genres, je ne suis plus d'accord du tout. On n'en est pas là. On n'en est pas à débattre sur la théorie du genre, quand même. On n'en est pas là. Simplement, je regrette vraiment profondément que le gouvernement ait laissé entendre qu'il pouvait y avoir un autre projet de société derrière. Cette circulaire sur la gestation pour autrui qui tout d'un coup sort en plein débat, je pense que c'est une faute politique. C'est une faute politique importante parce qu'elle trouble le débat. Elle fait revivre tout d'un coup des affrontements dont la société française n'a pas besoin. On a joué avec la question de la procréation médicale assistée. C'est regrettable Christian également. Taubira rappelle tout de même qu'en l'occurrence là, il s'agit de ne pas laisser des enfants dans une sorte de no man's land juridique et qu'il faut simplement, avec l'utilisation de la loi, pouvoir donner, comme on dit, une carte d'identité, ces enfants à laquelle ils ont droit, une carte d'identité française. Mais il n'y a pas, et Christian Taubira a bien rappelé qu'il ne s'agit pas d'avoir un projet caché. Elle dit, il faut absolument créer une circonstance légale pour que ces enfants, des enfants qui sont nés, ça y est, qui sont là, qui ont pour certains, qu'est-ce qu'on en fait de ces enfants ? Qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Donc voilà sur quoi porte la polémique. Hein, je ne la Bien dis pas. sûr, mais moi je préfère que sur des sujets aussi graves, on sorte de la polémique. Et qu'on essaye vraiment, sur des sujets aussi importants, de poser les choses lucidement, à froid, sur la table. Moi, je regrette que cette circulaire vienne troubler le débat. Je regrette également que sur une question aussi grave que la procréation médicalement assistée, tout d'un coup, on ait mis ça dans le débat, comme si c'était pas important, comme si tiens, on allait le faire, puis finalement on ne le fait pas. Alors, vous avez le président du groupe socialiste qui dit oui, on va le faire, c'est important. Et puis le gouvernement ensuite qui dit non, ça fait pas partie du projet. On ne peut pas traiter à la légère des sujets aussi graves. Moi, j'aurais aimé, pour la clarté du débat, que l'on se contente de traiter de la question de l'union des couples de même sexe. Comment fait-on pour leur donner les mêmes droits ? Et de la question des enfants qui sont adoptés, qui sont dans une famille où les deux parents ont le même sexe. Quels droits leur donne-t-on ? Comment est-ce que l'on encadre les droits des beaux-parents ? Malheureusement, le débat est parti très loin de cela. On a du coup des affrontements, on a des querelles, on a des déchirements au sein de la société française. On n'en a pas besoin. La société française est déjà déchirée par un mal dramatique que je vois partout. Dans ma région, dans ma circonscription, je serai tout à l'heure en Côte d'Or, je sais que je vais le voir. Ce mal, il a un nom, il s'appelle le chômage. C'est le drame absolu de la société française. Eh bien, on aurait pu éviter, sur d'autres sujets, d'avoir les déchirements que je regrette profondément à l'Assemblée nationale comme dans le débat public. Est-ce qu'ils viennent exclusivement de la gauche ? Est-ce qu'ils ne viennent pas aussi de votre camp, de l'UMP, de la droite, qui a pu se radicaliser, qui pour laquelle peut-être cette affaire de PMA qui surgit est une bonne affaire parce que elle n'était pas bien calée, elle savait pas trop comment s'opposer à ce mariage, sachant que ce pouvait ne pas être bien compris. Est-ce qu'on n'a pas des arrière-pensées, voire des extrémismes dans chaque camp ? Il y a des crispations dans chaque camp. Des crispations plutôt que des extrémismes, vous avez raison. Il y a des crispations dans chaque camp parce qu'on touche à des sujets qui sont extraordinairement sensibles. Eh bien, c'est une occasion ratée pour la démocratie française de faire preuve de maturité. La maturité démocratique, c'est savoir traiter des sujets qui touchent au plus intime des gens. Les enfants, l'union, le rapport avec son conjoint, c'est ce qu'il y a de plus intime dans une personne. Eh bien, les responsables politiques auraient dû traiter cela avec plus de sérénité.
Mais est-ce que, cela dit, en France, comme souvent, le personnel politique, de droite ou de gauche, ne court pas un peu derrière sa société? On a pu voir des commentaires, notamment dans le Courrier international, extrêmement troublés, voire amusés, de nos pays voisins, limitrophes, qui ont déjà en vigueur le mariage pour tous. L'Espagne, ça fait 8 ans, et d'autres encore, et qui ne comprennent pas au fond que, au nom même d'ailleurs de ce qui s'est passé, à savoir rien chez eux, une fois que le mariage pour tous a été adopté, qu'on en fasse, nous, ici, tout un fromage. Ce que je regrette, c'est pas qu'on accorde de l'importance au sujet, il est important. Le mariage, c'est une institution, c'est important. Oui, il n'était pas moins important en Espagne. Non, bien entendu, mais c'est pas par comparaison avec l'Espagne. Je dis pas que le sujet n'est pas important, il est important, il est grave. La question de l'adoption est évidemment une question qui est très grave. Mais on aurait pu le traiter avec plus de sérénité si, de part et d'autre, on avait évité ces affrontements et ces crispations. Et quand je dis que ce livre est aussi un manifeste, pas simplement un témoignage, mais aussi un manifeste, c'est un manifeste pour que la politique se fasse différemment, pour qu'on soit capable de renouveler la pratique démocratique en France. Nous sommes dans un pays où la pratique démocratique est totalement sclérosée, où les responsables politiques donnent le sentiment de ne plus avoir prise sur la réalité. La grande interrogation de ce livre, c'est comment fait-on pour que les responsables politiques reprennent prise sur la réalité. Quand vous avez des ministres de l'industrie ou de l'économie qui vont à la sortie des usines et qui vous disent, voilà, jamais on fermera cette usine, Aulnay, jamais ça fermera, les milliers d'emplois, on va les sauver. Il ne faut pas s'étonner ensuite de voir ce qu'on voit à la télévision hier soir, des pneus brûlés, des affrontements très violents, des salariés qui ne savent plus du tout où ils en sont, parce qu'on leur a menti. Parce que les responsables politiques ont fait croire qu'ils avaient un pouvoir qu'ils n'avaient pas. Parce qu'ils ne sont pas en mesure d'empêcher la fermeture de cette usine. Et parce que tous, sur cette question industrielle, droite et gauche confondus, depuis 15 ans, on n'a pas eu le courage de dire que si on voulait garder une industrie en France, il allait falloir prendre un certain nombre de décisions difficiles pour alléger le coût du travail, pour être plus compétitif, pour améliorer la qualité de nos produits, pour s'organiser mieux. Voilà ce qu'on paye aujourd'hui. Agnès Benassi-Carré. Oui, je voulais justement revenir à votre expérience de ministre, et puisqu'on est sur France Culture, on peut en parler. Vous avez mis en exergue de votre livre une citation de Thomas Bernhardt. C'est pas on peut neutre. le faire ailleurs que sur France Culture aussi. C'est pas neutre du tout. C'est une certaine critique de la bourgeoisie, un ressassement, un piétinement. Donc, est-ce que vous avez le sentiment, en tant que ministre, d'avoir vécu dans un roman de Thomas Bernhardt? Quel est le lien? Le lien, c'est Bruno Le Maire. J'ai beaucoup d'admiration pour Thomas Bernhardt et qu'il a un côté décapant, mais derrière le côté décapant de Thomas Bernhardt, il y a toujours un espoir. Et c'est un livre qui manifeste aussi un espoir pour la politique, que la France puisse vraiment se transformer pour redevenir la grande démocratie qu'elle a toujours été et la grande nation qu'elle a vocation à être. La France, c'est, dans les yeux de nos partenaires, la grande nation. Il n'y a que les Français qui ont oublié qu'ils étaient la grande nation, où les responsables politiques ne leur disent pas assez. Ensuite, pourquoi cette exergue de Thomas Bernhardt? C'est qu'elle pose la question de la caricature. Elle dit que n'importe quelle personne, si on veut la caricaturer, on peut la caricaturer. Et Nicolas Sarkozy est à mes yeux le président de la République française qui a été le plus caricaturé de l'histoire de la Ve République. On a forcé ses traits, forcé ses tics. Et ce livre essaye de rendre justice à Nicolas Sarkozy au sens où, sans complaisance, sans aucune flatterie, à un moment je crois. Vous ne lui enlevez pas ses tics. Hein. Non, mais je ni le ses autocaricatures. tel que je l'ai vécu. C'est-à-dire un personnage infiniment plus complexe que ce qu'on a pu en dire. Un homme qui a des doutes. Quand il rassemble 3-4 personnes de sa majorité, des gens qui lui sont très proches, à un dîner, et qui dit voilà, je vais être candidat à la présidence de la République. Et qu'il part dans ce long monologue que je retrace où il exprime tous ses doutes, toute la difficulté, tous les coups qu'il sait qu'il va prendre le jour où il aura annoncé sa candidature. Et à quel point pour lui c'est un pari, qui est un pari presque pascalien. Ben ça, c'est un Nicolas Sarkozy que les gens ne connaissent pas. Quand je décris les traits d'humour qu'il fait sur l'un ou l'autre des chefs d'État, c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Quand je le décris face à un responsable politique turc, M. Gül, et qu'on voit cet affrontement très nerveux entre les deux, je veux que les gens voient comment est-ce qu'il s'est battu aussi pour une certaine idée de la France, comment il s'est battu pour défendre les intérêts français. Tout ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, lu dans les témoignages précédents sur Nicolas Sarkozy. C'est une manière de reportage. C'est un témoignage, c'est pas un documentaire, c'est un témoignage qui permet de voir exactement ce qu'est le pouvoir. Et puis vous savez, j'ai une conviction d'écrivain, c'est que les écrivains
les cinéastes aussi, peut-être les photographes, sont ceux qui captent le mieux ce qu'est la réalité du pouvoir. Il y a une phrase de Stendhal que je trouve admirable pour décrire la flatterie. Vous pouvez avoir des textes entiers sur la flatterie, vous pouvez avoir des articles de journaux sur la flatterie. Stendhal, lui, il dit simplement une chose: l'évêque aimait le poisson, l'abbé lui retirait les arêtes. Tout est dit. 8h16, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Les politiques ambitieux se font écrire des livres pour se présenter sous leur meilleur profil et tenter de démontrer aux électeurs qu'ils ont de bonnes idées et de bonnes intentions. Vous qui écrivez les vôtres, Bruno Le Maire, vous semblez toujours sur le point de quitter la scène pour de nouvelles aventures. On n'est jamais très loin de Chateaubriand prenant congé avec ses mémoires d'outre-tombe, mais le vicomte relatait un changement d'époque, vous, un simple changement de majorité. Le regard est froid, le stylo enregistre tout, non sans cruauté. La passion de la littérature germanique, de préférence, semble invoquer comme pour mieux remettre à leur place les gesticulations du petit monde du pouvoir. On sent, derrière le politicien qui ne fait guère d'efforts pour dissimuler son ambition, le moraliste qui jauge les cœurs et juge les hommes. Derrière l'homme de pouvoir, le sceptique sans illusion sur la capacité des dirigeants politiques de l'heure à influer sérieusement sur le cours des choses. Le pouvoir ne serait-il en définitive qu'une apparence ? On passe beaucoup de temps dans les avions présidentiels dans votre livre. Est-ce une manière de suggérer que cette équipe gouvernementale avait décidément perdu le contact avec la glèbe que vous aimez fouler, avec le peuple que vous voyez s'éloigner des vôtres ? Ou de suggérer que le pouvoir n'est plus rien d'autre que cela, des facilités mises à disposition des dirigeants nationaux pour aller à la rencontre de leurs alter-ego, un pur jeu d'apparence qui ne renvoie plus à une véritable autorité. Ambitieux, oui, vous l'êtes, vous auriez préféré Matignon, à la rigueur le Quai d'Orsay, mais Sarkozy, qui vous considérait comme un bon agent électoral dans les campagnes, vous a maintenu à l'agriculture, en s'excusant à chaque fois. Il vous agace, mais vous fascine, vous, le garçon bien élevé, le pur produit de nos plus grandes écoles, par son agressivité, sa vulgarité, sa manie du tutoiement, ses manières trop directes, son art de la menace. Je cite: Obama, je lui ai dit, tu veux pas de taxe sur les transactions financières? D'accord. Tu me précises que tu ne me suivras pas? D'accord. Mais moi, je prendrai ton opinion publique à témoin et on verra si ton opinion publique, elle est d'accord pour rien faire sur les transactions financières. On apprend beaucoup de choses sur les dessous de la campagne électorale, notamment que Nicolas Sarkozy se considérait comme un président en cohabitation, non pas en cohabitation avec une majorité hostile, non, comme Mitterrand ou Chirac avant lui, mais avec les médias. Mais parlons plutôt de politique et d'avenir. L'Express de cette semaine fait observer que plusieurs députés UMP ont voté en faveur de certaines mesures phares proposées par François Hollande, comme le contrat de génération, alors même que son aile gauche, comme ils disent, bat de l'aile, face à ce qu'elle considère comme un tournant social-libéral. Vous-même avez soutenu que les accords signés entre les partenaires sociaux sur la flexisécurité début janvier allaient, je vous cite, dans la bonne direction. Allez-vous voter la loi qui en sortira, mêlant vos voix avec celles de la majorité parlementaire? Et deuxième sujet, vous avez démissionné des Affaires étrangères et réclamé que tout fonctionnaire élu à l'Assemblée ou au Sénat quitte la fonction publique, comme cela se pratique d'ailleurs dans plusieurs autres pays européens, afin de rendre notre Parlement plus représentatif de la société civile. Que l'on sache, la surreprésentation des hauts fonctionnaires dans la classe politique n'est pas le monopole de la gauche. Comment le prennent vos collègues UMP, issus comme vous de l'ENA et des grands corps de l'État? Sont-ils prêts à renoncer à la sécurité de l'emploi en cas de défaite électorale? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Bruno Le Maire. Je vais répondre très directement aux deux questions. Sur la première question, si l'accord signé par les partenaires sociaux est retranscrit tel quel dans la loi, je voterai la loi. Parce que ce texte va dans la bonne direction. Il est, soyons très clairs, totalement insuffisant pour régler les problèmes économiques du pays et pour faire véritablement baisser le chômage. Il faudra aller beaucoup plus loin sur la rénovation du droit du travail, beaucoup plus loin sur l'allègement des coûts qui pèsent aujourd'hui sur le travail, mais ça va dans la bonne direction. Et moi, ma conception de l'opposition, c'est que lorsque la majorité prend une décision qui correspond à mes convictions, eh bien, ça ne me pose pas de difficulté de voter ce texte. Pas de politique du pire, pas de politique du pire? Certainement pas. La France ne peut pas se permettre la politique du pire. Et l'opposition ne peut pas jouer cette politique. Sur le deuxième sujet, je vais vous dire les choses telles que je le pense. La démocratie française est devenue une aristocratie. Avec ses privilèges, avec ses avantages,
des hauts fonctionnaires qui peuvent rester membres de la haute fonction publique quand ils sont élus députés, quand ils sont élus sénateurs. Et leur carrière progresse. Chacun s'honorerait à démissionner de la haute fonction publique quand il devient député ou quand il devient sénateur, comme c'est le cas sans exception dans tous les pays européens. Quand vous voulez devenir membre de la Chambre des communes au Royaume-Uni, avant même de présenter votre candidature, vous devez démissionner de la fonction publique britannique. Moi, je vais vous dire, ça ne me fait pas plaisir de recevoir des leçons de démocratie de la part du Royaume-Uni. C'est une aristocratie également, parce que vous pouvez multiplier les avantages et les privilèges. Regardez cette circulaire sur la possibilité de devenir avocat. Mais au nom de quoi est-ce que les parlementaires français auraient le droit de devenir automatiquement avocats? C'est très pratiqué, ça. Rendez-vous compte de ce que cela représente, je dirais même comme insulte pour les gens qui ont fait des études pour devenir avocats. Est-ce que vous croyez vraiment, si on poursuit la réflexion, qu'on a besoin d'avoir 577 députés pour représenter le peuple français? Est-ce que nous ne sommes pas trop nombreux? Si, c'est une évidence. Est-ce que vous pensez véritablement qu'on peut continuer avec le cumul des mandats, avec des personnes qui sont certainement des surhommes, qui peuvent à la fois administrer une ville de 100, 200, 300 000 habitants et en même temps être sénateur ou député? Alors ça aussi, vous allez voter avec le gouvernement, parce que vous savez que François Hollande n'a pas de majorité là-dessus au Sénat. Le non-cumul des mandats. Vous voterez donc avec François Hollande contre une partie de la gauche. Je pèse mes termes. L'aristocratie, c'est le règne des privilèges. Est-ce que vous trouvez qu'il est acceptable, je n'aurai pas la cruauté de citer des noms, de voir un certain nombre de maires de très grandes villes qui sont en même temps députés ou sénateurs, mais qui ne mettent jamais les pieds à l'Assemblée nationale et jamais les pieds au Sénat, parce qu'ils sont beaucoup trop occupés dans leur ville pour avoir le temps de remplir leur rôle de législateur. Voilà le moment où nous sommes. Le seul point de désaccord que j'avais avec votre chronique, qui pour le reste me paraît particulièrement juste, c'est que nous ne sommes pas dans un changement de majorité. Nous sommes face à un changement d'époque. Nous sommes dans un pays qui est en train de s'effondrer, qui s'effondre économiquement, qui connaît un chômage comme il y en a rarement connu. Qui est en faillite, comme dit le ministre des Finances. Je ne sais pas le terme que j'emploierais, mais on voit bien que c'est un pays qui se délite, où il n'y a plus de sens de la nation, où il y a une montée de communautarisme, où il n'y a pas de respect de la nation, où il n'y a pas de respect des principes démocratiques. Il va falloir refonder tout cela. Et vous dites que les hommes politiques n'écoutent plus, enfin n'entendent plus, et pas l'exaspération des Français, c'était dans le point du 3 janvier, hormis Ségolène Royal. J'avais cité Ségolène Royal parce que je pense qu'elle a eu effectivement une intuition pendant sa campagne. Alors malheureusement, ça a été suivi de beaucoup de maladresse, d'imprécision et de fantaisie qui, à mon avis, ne correspondent pas à ce qui est nécessaire aujourd'hui. Mais je crois véritablement que la France est au bout d'un certain chemin, que son modèle économique ne tient plus, et que nos partenaires européens nous regardent avec des yeux effarés, que son modèle démocratique s'est transformé au fil du temps en aristocratie, avec ce goût des privilèges que nous avons en France, qui fait qu'on les a rajoutés, et le peuple nous regarde en disant, mais ils se rendent compte de leurs privilèges? Ils se rendent compte, celui qui est membre de la haute fonction publique, qui garde son statut de haut fonctionnaire et qui devient député, quand il nous dit « soyez mobile, soyez flexible, changez d'entreprise, soyez capable de vous adapter », lui il s'adapte? Non. C'est pour ça que j'ai démissionné. C'est pour ça que j'ai renoncé à mon statut de la fonction publique. C'est pour ça que j'ai renoncé au privilège d'être membre de la haute fonction publique et du Quai d'Orsay. Parce que je veux pouvoir dire les yeux dans les yeux à un ouvrier, à un salarié, à un employé, oui il faut changer, oui il faut s'adapter, je peux pouvoir lui dire « moi aussi je prends des risques ». Hubert Huertas. Est-ce que vous pensez que l'UMP est sur la bonne voie pour aborder ce changement d'époque nécessaire dont vous venez de parler? Et je précise juste, parce que vous y avez consacré, vous, un livre, Hubert Huertas, à la guerre des deux droites, qui, on pourrait dire, serait la continuité, au fond, de l'histoire qu'a raconte le livre Bruno Le Maire dans le Jour de pouvoir. La guerre des deux droites, c'est à l'Archipel, avec une couverture Fillon-Copé. Voilà. Déchiré. Monsieur Fillon et monsieur... Donc l'UMP, vous parliez de crispation, il y a eu quelques crispations récentes. Hein. Il y a une expression allemande, puisque j'aime beaucoup la littérature allemande et que j'aime beaucoup ce pays, qui dit « Es ist ein weites Feld ». C'est un long chemin. C'est une expression qu'emploient toujours les responsables politiques allemands quand ils veulent dire « voilà, on n'est pas au bout du compte ». À l'UMP, on n'est pas au bout du compte. Je pense que chacun l'a compris, chacun mesure, d'ailleurs dans ma famille politique, j'en parle beaucoup avec des amis députés, avec des responsables de l'UMP, il y a un travail de refondation à faire qui va être long, qui va être difficile, et qui doit d'abord être un travail de doctrine. Il faut que nous soyons capables d'avoir une doctrine de droite républicaine qui, sur la question européenne, sur la question des principes républicains, sur la question du fonctionnement démocratique, sur la question essentielle de la place de l'État, parce que c'est une des interrogations majeures de ce livre. Oui, l'État ne peut plus tout, mais les responsables politiques doivent inventer autre chose
pour être capable de transformer la réalité. Mais est-ce Sur que la le question travail de économique, doctrine, nous ayons notre doctrine. Le travail de doctrine dont vous parlez, c'est la préoccupation essentielle. Vous en avez la conviction en ce moment des responsables de l'UMP. On a plutôt l'impression qu'il s'agit de trouver un équilibre entre les partisans de l'un, les partisans de l'autre. Pour réécrire les statuts, a priori, vous allez vous y mettre à 30 ? Moi, c'est ma préoccupation essentielle. Sur les statuts, je vais participer bien entendu à la redéfinition des statuts. C'est important d'avoir des règles qui soient les plus ouvertes et démocratiques possibles dans une famille politique. Je suis bien placé pour le savoir. Mais en même temps, ce qui me paraît le plus important, c'est notre doctrine. Qu'est-ce que nous proposons aux Français? Quel est l'avenir que nous leur proposons? Moi, je travaille à ça tous les jours avec un certain nombre de députés, de sénateurs, avec des gens qui réfléchissent avec moi. Voilà ce qu'on peut proposer comme vision de la société française à 10 ou à 15 ans. Et je le dis d'autant plus parce que c'est un point très important. Il me semble que le gouvernement socialiste actuel, sur tous ces sujets-là, ne sait absolument pas inventer une nouvelle France pour demain. Regardez sur la question de société, le mariage pour tous. On ne sait pas quel est le projet final. PMA, pas PMA, on ne sait pas. Regardez sur la question de l'économie. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent construire. Alors ils nous disent, voilà, il y a des licenciements, on va interdire les licenciements boursiers. Mais de qui se moque-t-on? Quelle démagogie? On ne le fera jamais. Regardez sur la fonction publique. On nous dit, on va embaucher de nouveaux fonctionnaires. Et puis, le même jour, on apprend qu'on va geler les salaires des fonctionnaires parce qu'on n'a plus les moyens de les payer. Si c'est ça l'avenir qu'on propose à la France? On va en revenir à l'UMP. Donc, pour appliquer une doctrine et pour appliquer ses propositions, simplement pour y réfléchir, il faut être en situation. Est-ce que vous souhaitez, vous, être en situation de pouvoir à l'intérieur de l'UMP? Autrement dit, est-ce que vous songez à être candidat pour la prochaine élection à la présidence? C'est une possibilité, bien entendu. Bruno Le Maire. C'est une possibilité. Moi, j'ai défendu un certain nombre d'idées et de convictions en juillet dernier. J'ai voulu me présenter à la tête de l'UMP parce que notamment sur la rénovation démocratique, sur la place de l'État, sur la question européenne, sur des propositions économiques très fortes, je ne trouvais pas mon compte dans les candidatures qui se présentaient. J'ai voulu être candidat, je n'ai pas pu en raison de statuts justement qui étaient beaucoup trop fermés. Ça va changer. Donc je poursuis ma réflexion pour avoir des projets pour ce pays, pour offrir un espoir aux Français, parce que je suis persuadé que ce pays a toutes les qualités pour réussir mieux que tous les autres pays européens, mais pour ça il faut prendre des décisions lourdes. Je réfléchis à ces décisions, à ces propositions sur un certain nombre de sujets. Et puis nous verrons où nous en sommes au mois de juin, juillet prochain, et je prendrai ma décision à ce moment-là. Mais bien entendu que c'est une possibilité à partir du moment où j'ai des idées à défendre, des convictions à défendre. Est-ce que vous suivrez François Fillon, qui a réuni, vous le savez, à l'Assemblée nationale ses soutiens parlementaires pour réaffirmer son désir de dialogue direct avec les Français, et notamment il envisage un tour de France pour nourrir un projet politique de rassemblement et de redressement. Est-ce que vous ferez partie du bus? Non, je ne ferai pas partie du bus, j'ai mon propre bus. J'ai ma 5008 Peugeot, vous voyez, elle est un peu plus petite qu'un bus, mais je parcours aussi beaucoup la France. Je serai tout à l'heure en Côte d'Or, chez un ami, le député Alain Suguenot. Je ferai d'autres déplacements tout au long des prochaines semaines, très fréquents. Je passe ma vie au plus près des Français parce que c'est ce qui me plaît. Discuter avec eux, échanger avec eux, voir les solutions qu'on peut leur proposer. Et je veux des propositions qui soient les plus radicales possibles. Parce que je regrette que ma famille politique, lorsque j'ai fait un certain nombre de propositions, qui aujourd'hui paraissent d'évidence, ne m'ait pas suivi. Quand, en septembre 2011, à Marseille, en présentant le projet pour l'UMP, j'ai dit qu'il faut réformer radicalement l'assurance chômage. Qui est-ce qui s'est opposé à cette proposition? C'est la gauche ou c'est ma famille politique? C'est ma famille politique. Et je le regrette parce qu'on sait tous que notre assurance chômage marche sur la tête. La Cour des comptes le dit. La Cour des comptes maintenant le dit. Tout le monde trouve ça formidable 2 ans plus tard. Que ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Lorsqu'en septembre 2011, je proposais une réforme radicale de l'assurance chômage. Vous êtes quand même en train de nous expliquer qu'avec votre, j'ai oublié le numéro de votre voiture, 5008. Votre 5008, très bonne voiture d'ailleurs. Vous allez y aller. Il est impensable que vous teniez le discours que vous tenez. Vous allez aller auprès des Français et à la candidature à la présidence de l'UMP. Je vais aller auprès des Français. Nous verrons ensuite. Agnès Benassi-Kéré. Vous êtes un peu langue de bois et tactique. Je ne suis pas langue de bois, je dis ce que je pense et je dis où j'en suis au moment où j'en suis. Mais je ne précipite pas les échéances. Agnès Benassi-Kéré. Et moi, je suis très sensible à votre plaidoyer pour l'abolition des privilèges. Et Je me permettrais de rajouter sur l'abolition des privilèges que sur les procédures de nomination, il serait peut-être temps, là aussi, que la France sorte de 15 ans de nomination politique et d'amis. Moi, la nomination de Jack Lang à la tête de l'IMA, ça me choque.
nomination des amis de M. Hollande à tous les postes de responsabilité, ça me choque. La nomination à la tête du CSA d'Olivier Schrammeck, ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin, personnalité remarquable par ailleurs. Mais ça me choque sur le principe. Reconnu comme un grand commis de l'État. Mais quand est-ce que la France va arrêter avec un fonctionnement aristocratique de nomination, de complaisance, où c'est toujours les mêmes qu'on nomme, toujours ceux qui ont fait les mêmes études, toujours ceux qui ont le même parcours. Oui, enfin, le problème souvent, Bruno Le Maire, c'est qu'on dit ça quand on n'est pas au pouvoir, et puis quand on y est, on se laisse évidemment aller à la nomination. Si l'opposition ne sert pas à jeter un regard lucide sur ce que nous avons réussi et pas réussi, et à faire des propositions de renouvellement, l'opposition ne sert à rien. Agnès Bellacci-Carré. Alors, il y a de nombreux privilèges. Il y a le contrat à durée indéterminée est un privilège. Les professions réglementées sont des privilèges. Le statut de la fonction publique. Je voulais parler d'un autre privilège que nos partenaires européens considèrent comme un privilège qui ne se justifie plus aujourd'hui. Le fait que les agriculteurs européens captent l'essentiel du budget de l'Union européenne. Donc je voulais savoir si vous considérez ça aussi comme un privilège qu'il faut abolir. Est-ce qu'il faut... donc vous êtes un ancien ministre de l'Agriculture. Question bien sûr à l'ancien ministre de l'Agriculture. Je ne considère pas ça du tout comme un privilège, je considère ça comme une politique. C'est une politique commune. Après, qu'il faille mieux répartir les aides entre les agriculteurs, oui. Qu'on aide ceux qui ont le plus de difficultés aujourd'hui, et qui restent en situation très difficile, je pense aux éleveurs, je pense aux producteurs de lait, je pense aux producteurs de fruits et légumes, ça oui, mais vous ne me ferez jamais dire que le budget de la PAC est un privilège, ça sauve notre indépendance alimentaire. Et allez dire les yeux dans les yeux à un éleveur du Morvan, à un éleveur de Saône-et-Loire, qui touche 1100 € par mois environ, pour travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans un jour de vacances, qui est un privilégié, je vous laisse aller lui expliquer. Nos partenaires européens ne disent absolument pas qu'il faut arrêter d'avoir des politiques agricoles, ils disent simplement qu'il faut les renationaliser, c'est au niveau des États membres qu'il faut avoir ces politiques, et au niveau de l'Union européenne, on ferait mieux d'avoir des politiques de croissance, de recherche et développement, d'infrastructures, d'énergie. Bruno Le Maire. Renationalisons-la. Très bien. C'est la seule politique commune qui ait fonctionné. La seule qui nous a permis de garder un élément économique fort. Je rappelle que quand vous regardez les résultats économiques de la France, un des seuls secteurs qui contribue à l'excédent commercial français, c'est l'agriculture. Alors on peut toujours taper sur nos atouts, taper sur ce qui marche. Je pense que c'est vraiment une erreur. Moi, ce que je souhaite, c'est pas moins de politique commune, c'est plus de politique commune. Gardons la PAC, et puis effectivement, faisons une politique industrielle commune. J'y suis favorable. Faisons une politique économique, des éléments convergents pour qu'on arrête d'avoir au sein de la zone euro 17 politiques économiques différentes et une seule monnaie commune. Regardez le programme européen d'aide aux plus démunis. J'ai reçu hier Véronique Colucci et Olivier Berthe, présidents des Restos du Cœur. Il y a une menace majeure qui pèse sur ce programme européen d'aide aux plus démunis. C'est quoi cette menace? C'est la renationalisation de cette politique. Parce que s'il n'y a plus le soutien européen, si le PEAD, le programme européen d'aide aux plus démunis, n'est plus financé par l'Europe globalement, et qu'on dit à chaque État débrouillez-vous, eh bien les États n'y arriveront pas. Il y aura de moins en moins de budget pour le secours populaire, pour les restos du cœur, pour financer tous les repas de ceux qui n'ont pas de quoi se payer un repas correctement par jour. On n'en parle même pas. C'est un drame qui est en train de se passer actuellement. Peut-être qu'au prochain Conseil européen, il n'y aura plus de programme européen d'aide aux plus démunis, plus de financement collectif, solidaire, de l'aide à ceux qui sont les plus fragiles. Je le regrette profondément. Moi, je crois qu'il ne faut pas moins d'Europe actuellement. Il faut une Europe différente, mais une Europe qui soit capable de se rassembler. Brice Couturier. David Cameron vient d'annoncer, et ça fait la titre de toute la presse européenne, que s'il est réélu, si les conservateurs repassent, il provoquera un référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, après avoir renégocié les termes de son adhésion à cette Union européenne. Il y a plusieurs hommes politiques français, je pense à Michel Rocard, qui disent bon vent, d'autres qui disent au contraire, ça serait une catastrophe pour l'Europe, que ça serait le début du détricotage si on acceptait la moindre concession aux Britanniques. Vous, quelle est votre position? Vous qui êtes plutôt un germanophile comme on sait, qui parle bien anglais par ailleurs, est-ce que vous pensez que ça serait une catastrophe que la Grande-Bretagne s'en aille? Je pense que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour l'Union européenne. Mais je vais vous dire les choses de manière très personnelle. Moi, je suis lassé que la politique européenne soit l'otage de la politique intérieure britannique. Lassé. Que les Britanniques fassent ce qu'ils veulent, c'est leur politique intérieure, mais qu'on nous laisse refonder l'Europe. L'Europe aujourd'hui, là aussi, est au bout du chemin. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'on vit une période historique. Si nous continuons dans l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, encore quelques mois ou quelques années, elle s'effondrera comme projet politique. Parce qu'une Europe, comme projet politique, qui n'est pas capable de créer de l'emploi, qui n'est pas capable d'apporter des réponses au chômage,
qui n'est pas capable de financer de l'aide aux plus démunis, qui n'est pas capable d'avoir une politique industrielle commune, et où c'est la guerre de tous contre tous, parce que c'est bien ce qui se passe. C'est Volkswagen contre Renault et Peugeot, pour simplifier. C'est l'industrie allemande contre les industries d'autres pays. Ça ne marchera pas. Et le projet s'effondrera. Donc il est urgent, et plus qu'urgent, que nous nous mettions enfin... La concurrence ne peut pas être l'alpha et l'oméga du projet politique européen. Si la concurrence, ça revient à dire on se bat tous les uns contre les autres, ça ne marchera pas. Alors mettons-nous d'accord effectivement sur des règles de compétitivité, sur l'amélioration du coût du travail, sur les modalités d'amélioration de nos produits pour avoir une politique industrielle commune. Mais arrêtons de penser que l'Europe pourra marcher sur le principe de la guerre de tous contre tous. Il faut que nous discutions de notre projet européen et de notre modèle politique. Je reprends l'exemple de l'industrie automobile. Oui, il faut que la France améliore sa compétitivité. Oui, il faut que nous financions autrement notre protection sociale. Oui, il faut qu'on dépense plus pour l'innovation et la recherche pour avoir des voitures qui soient plus attractives et qui se vendent mieux. Mais d'un autre côté, il faut aussi être capable de dire aux Allemands, comme je l'ai fait au secrétaire général de la CDU, comme je l'ai fait auprès d'un certain nombre de ministres allemands, être capable de leur dire, des ouvriers qui sont payés à 5 ou 6 euros de l'heure pour des travaux difficiles, désolé, on ne veut pas de ce modèle-là. On ne veut pas du dumping salarial en Europe. C'est comme ça qu'on arrivera à progresser. Agnès Benassi-Kéré. Pour un économiste, c'est un petit peu difficile de vous comprendre, parce que d'un côté, vous dites « à bas les privilèges », de l'autre, vous dites « à bas la concurrence ». Donc, est-ce que finalement, la concurrence, c'est pas aussi la force principale qui fait tomber les privilèges? Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu plus de concurrence? Notamment, je citais tout à l'heure les professions réglementées. Il y a des marges encore en France pour faire baisser les prix, pour améliorer le pouvoir d'achat avec plus de concurrence et non pas moins de concurrence. Là-dessus, je vous rejoins entièrement, mais ne caricaturez pas mes propos. Je reprends la phrase de Thomas Bernhardt, on peut caricaturer ce qu'on veut, mais ça ne fait pas progresser les choses. S'agissant des privilèges, oui, dans le fonctionnement démocratique français, je l'assume, nous avons accumulé les privilèges et il est temps de les abolir, de supprimer un certain nombre d'avantages dont bénéficie beaucoup de monde. Vous avez lu Philippe Diribarne? Je n'ai pas lu, oui, je le connais, mais je ne l'ai pas lu. Sur les questions économiques, il faut avancer sur deux jambes. La première, c'est la refonte de notre modèle économique qui ne marche plus. Ça ne marche plus parce que depuis 15 ans, on n'a pas pris les bonnes décisions qui nous permettraient d'être compétitifs, qui permettraient de financer notre protection sociale, qui permettraient de faire des produits de qualité. Entre les 35 heures d'un côté et la taxe à 75% de l'autre, c'est pas compliqué, on ruine le modèle français. On fait croire aux gens qu'on peut travailler moins et avoir des produits de meilleure qualité. On fait croire qu'on peut augmenter le coût du travail et être compétitif. Ça marche pas. Donc d'abord, on fait notre travail à la maison. On redresse la France. On prend les mesures économiques nécessaires. C'est la priorité absolue. Et on arrête de mentir aux gens sur la difficulté des solutions qu'on aura à prendre. Et en même temps, c'est l'autre jambe, l'autre point important. On discute de manière urgente, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, avec nos amis allemands et avec nos partenaires européens, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on veut en Europe? On a une monnaie commune, mais on n'a pas les mêmes politiques économiques. On a une monnaie commune, mais on a des taux d'imposition, par exemple sur les sociétés, qui vont de 0 à 33% au sein de la même zone monétaire. Ça ne peut pas marcher. Comment est-ce que l'on fait pour avancer ensemble? Et je vais vous dire, quand vous prenez le modèle français, le modèle allemand, les atouts de l'un et les atouts de l'autre, que vous les conjuguez, vous pouvez avoir le meilleur modèle européen possible. Mais il y a un certain nombre de sujets, ils ne sont pas si nombreux que ça, sur lesquels il faut ouvrir la discussion avec nos partenaires allemands. Je pense notamment à la question du salaire, à la question du coût du travail, à la question de la façon dont le salaire minimum pourrait être instauré en Allemagne. C'est un vrai débat actuellement qui permettrait enfin d'avoir un rapprochement entre nos deux modèles. Hubert Oui, Huertas. je vais revenir à des problèmes franco-français. Vincent Payon, comme vous le savez, a des problèmes avec les enseignants. Est-ce que vous diriez que c'est parce qu'il conduit mal sa réforme des rythmes scolaires ou bien parce que, comme ça a été écrit notamment dans Le Monde, les enseignants sont corporatistes? Bruno Le Maire. Je crois que ça dépasse les questions de corporatisme, les questions de rythme scolaire. Notre système d'éducation, lui aussi, a besoin d'être refondé. Refondé totalement. C'est ce qu'il dit. C'est ce que Vincent propose Payon. Mais Vincent c'est Payon. pas du tout ce qu'il fait, si je peux me permettre. Il passe totalement à côté des vrais sujets. Le vrai sujet, c'est quoi? C'est que l'éducation, ça doit permettre à un gamin de grandir, savoir lire et écrire correctement, puis de trouver un métier C'est ce qu'il à dit. la sortie de son école ou à la sortie de sa formation. Mais c'est pas ce qu'il fait. On sait très bien que si on veut que les gamins trouvent un métier à la sortie de l'école, il faut supprimer le collège unique.
je propose rapidement la suppression du collège unique. On sait très bien qu'il faut rapprocher les collèges, les lycées, les universités de l'entreprise. Il fait le contraire. Il continue à opposer le monde du travail du monde de l'éducation. Mais c'est une erreur fatale. Ça, c'est la conception du 19e siècle de l'éducation que nous défend Vincent Peillon. Il refuse de développer la formation en alternance. Il n'y aura pas de baisse massive du chômage des jeunes en France tant qu'on n'aura pas développé massivement l'alternance. Et la développer, ça veut dire d'abord la valoriser. Que ça arrête d'être une voie de garage, mais qu'on dise aux gamins que s'ils veulent faire une formation en alternance, ils veulent devenir couvreurs, zingueurs, boulangers, des métiers manuels, ça vaut une place à l'université. C'est aussi bien qu'une place à l'université. Tout ça, il ne le fait pas. Un dernier point sur les enseignants. Moi, j'ai été enseignant. Il y a un drame là aussi en France. C'est que quand vous êtes professeur, quand vous êtes enseignant, par exemple dans le primaire, combien est-ce que vous gagnez par mois? Très peu. Une misère. Une misère. Vous trouvez normal que la France rémunère aussi mal ceux qui enseignent à leurs enfants? Pourquoi ne le disiez-vous pas l'année dernière? Parce que j'étais ministre de l'Agriculture et pas ministre de l'Éducation nationale. Mais enfin, vous pouviez avoir des idées. Faisons un choix qui soit clair, là aussi, sur cette question des privilèges. Arrêtons de dire que le gars qui a eu la chance de passer l'irrigation, c'est mon cas, il va bosser 15 heures par semaine. Celui qui a fait que le CAPES, il va faire 18 heures par semaine. Et celui qui est professeur dans les écoles, lui, il va en faire 27 heures par semaine. Arrêtons avec ces systèmes figés, rigides, où on ne bouge pas. Moi, je propose que nous ayons des systèmes beaucoup plus souples, des formations beaucoup plus souples, des systèmes de recrutement beaucoup plus mobiles, et puis qu'on ait enfin, avec moins de professeurs, des gens mieux rémunérés. Si vous mettez par exemple en classe de 6e, au lieu d'avoir 8 professeurs, 3 ou 4 professeurs qui auront une formation pluridisciplinaire et que vous les payez beaucoup mieux, est-ce que ce ne serait pas mieux à la fois pour les gamins et à la fois pour les professeurs? Vous pensez que c'est une question que de réforme serait bien accueillie par le corps enseignant? Pour en revenir à ma question de tout à l'heure et celle qui était posée par le journal Le Monde. Il n'y a pas de bonne réforme de l'éducation nationale qui ne valorise pas le corps enseignant. Bruno Le Maire, nous allons arriver bientôt au terme de cette émission. Je voudrais qu'on revienne sur 2-3 petites choses, entre guillemets, du livre, qui sont quand même des réflexions sur le pouvoir, la politique et la littérature. Vous écrivez en politique comme en littérature, on ne construit rien sur la réalité, mais sur des représentations de la réalité. Elles sont le point de départ de tout, si bien que la politique comme la littérature vous obligent à vous couler dans des représentations qui ne sont pas les vôtres. C'est un dépaysement radical. Dépaysement. Dépaysement et surtout cette question de la réalité est une question et une interrogation majeure pour moi, qui court dans tous mes livres. Depuis Le Ministre, qui était le récit de la crise irakienne avec Dominique de Villepin, jusqu'à Jour de pouvoir, en passant par Les Hommes d'État. Je me souviens d'un entretien avec des conseillers de George Bush, président des États-Unis, pendant la crise irakienne, où, étant chargé de l'analyse du programme d'armes de destruction massive en Irak, je leur disais, mais écoutez, vous le savez aussi bien que moi, il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak. C'est la réalité. Et vous saviez qu'il n'y avait pas d'anthrax? Exactement. Il n'y avait pas d'anthrax dans le petit flacon que montrait Colin Powell au Conseil de sécurité des Nations Unies et au reste du monde. Quelle a été la réponse des conseillers de George Bush? Et elle m'a marqué, et elle est une des interrogations fondamentales du livre. Mais, monsieur le maire, la réalité, ça ne compte pas. C'est ce que les gens croient qui compte. Eh bien, moi, dans ma conception de la politique, c'est la réalité qui compte, plus que tout. Mais est-ce que du coup, vu que c'est tout de même assez compliqué à appliquer comme programme, si j'ose dire, que de faire confiance à la réalité, vous avez envie des fois de laisser tomber ou raconter vos larmes aux yeux, je ne sais plus où, en Afrique du Sud, et du découragement. Et tout de même, vous ne montrez pas l'idée que par moment, en retranscrivant très fidèlement ce que dit Nicolas Sarkozy, comment il négocie, certes parfois âprement, mais comment aussi il peut tenir des propos d'une très grande futilité, enfin il a le droit après tout, comme tout le monde, mais que la politique, au bout d'un moment... ne vous libère pas les bras comme vous aimeriez qu'elle vous les libère. Mais il y a du découragement en politique, bien entendu. Et dans ce livre, il y a même des moments violence, la violence très grande, d'abattement terrible, parce que le monde est violent. Parce que quand vous allez, comme vous le dites, dans le camp de Dadaab, à la frontière de la Somalie, et que vous avez des gamins qui meurent entre vos bras, je peux vous dire que c'est autre chose que de les voir à la télévision. Et que c'est des regards que vous oubliez jamais. Jamais. Donc oui, il y a une forme de découragement, mais il y a aussi beaucoup d'enthousiasme dans le livre. Il y a aussi beaucoup de rire, beaucoup d'humour. Il y a aussi beaucoup de courage à affronter la réalité. Et puis une conviction très simple, c'est que peut-être que la politique ne peut pas tout ce qu'elle devrait pouvoir. Mais malgré tout, il n'y a que la politique dans une démocratie.
qui peut vraiment changer les choses dans le bon sens. Il n'y a que la politique qui peut essayer d'améliorer la situation des gens. Simplement, il ne faut pas le faire avec un pouvoir vertical qui donne des ordres, ça ne marche plus. Il faut le faire en associant le plus possible, et ça rejoint cette question des privilèges et de la refondation de la démocratie française. C'est uniquement en associant les citoyens à ce changement de la réalité que la politique retrouvera son sens. Alors les privilèges, vous les connaissez, il n'était tout de même pas désagréable que de voyager à longueur d'année dans l'avion présidentiel de Nicolas Sarkozy qui fait, grâce au ciel, si peu de bruit en volant. Mais les vrais privilèges ne sont pas là. Les vrais privilèges, justement, on se trompe. C'est normal que le président de la République ait un avion pour se déplacer. En plus, jamais j'irai embêter. Il dit j'ai le plus petit en jamais, voilà, mais j'ai le plus petit, moi. Obama à 747, c'est pas pour autant que c'est un privilège. Ça, c'est une nécessité de fonction. Et jamais j'irai embêter Monsieur Hollande ou qui que ce soit sur l'utilisation de son avion pour se rendre à un déplacement officiel. C'est justement en ciblant ce faux privilège qu'on oublie de s'attaquer au vrai privilège. Le vrai privilège, c'est qu'en France, quand vous avez fait l'école nationale d'administration à 20 ans, que vous êtes rentré au Quai d'Orsay, ce qui est mon cas, vous pouvez faire n'importe quoi, travailler peu, de toute façon vous serez ambassadeur. Ben ça ne peut pas continuer comme ça. Le vrai privilège, c'est toujours, pour parler de l'ENA, quand vous sortez de l'ENA, c'est pas l'administration qui choisit les élèves qui lui correspondent le mieux, c'est les élèves qui choisissent l'administration qui correspond le mieux à leur desiderata. Mais on s'est tellement habitué à ces choses-là qu'on ne voit pas à quel point on marche sur la tête. C'est à ça qu'il faut s'attaquer, aux vrais privilèges et pas aux faux comme l'utilisation d'un avion de fonction. Il y a donc aussi bien sûr la violence du pouvoir et la violence de la campagne électorale. Sarkozy se définissant comme étant l'empereur en 2007 et il sera donc survivor en 2012. On voit comment il prend soin aussi de Bernadette en lui attachant à chaque fois sa ceinture et lui parlant de l'horreur des prix des sacs Kelly, entre autres. Il y a ces dialogues avec Angela Merkel, tu es coquette. D'ailleurs, on a bien vu ta frange étant décolletée. Bon, il y a les moments d'affrontement avec notamment, oui, le président turc où les choses sont clairement dites. Et puis, il y a tout de même cette chose aussi très incroyable, c'est la détestation, quand même, évidemment, la détestation. Et comment se fait-il qu'il soit à ce point inéluctable que les présidents de la République haïssent à ce point leur Premier ministre, les uns après les autres? Vous en faites le décompte. Je ne crois pas qu'il y ait eu cette relation-là entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. En tout cas, c'est pas ce que vous la montrez plus pacifique. Elle est beaucoup plus pacifiée. Décrite dans les médias. Je la montre beaucoup plus pacifiée qu'elle ne l'a été. Mais le monde politique est un monde d'affrontements violents. Et je crois que... Faut des épaules, dit Bernadette. Oui, mais on doit pouvoir, là aussi, progresser vers des affrontements, je ne dis pas sereins, parce que ce serait exagéré, mais où les choses soient peut-être un peu moins radicalement violentes qu'elles ne le sont dans la vie politique française. Là aussi, on a une évolution profonde à faire. Mais vous révélez que De Gaulle détestait Pompidou et qu'il a dit « il me reverra que mort et encore ». Et encore. Oui, la fin de De Gaulle et le De Gaulle des toutes dernières années, et Dieu sait que c'est mon modèle politique et une référence absolue pour moi, mais le De Gaulle des toutes dernières années est un De Gaulle qui ne correspond pas forcément à l'image qu'on en a. Et c'est intéressant de voir Nicolas Sarkozy parler dans ce livre de Gaulle, du De Gaulle de la fin, du De Gaulle qui va voir Franco, il ne comprend qui pas va chez Franco. Il dit allez voir Franco, quelle erreur. Et ça, là aussi, c'est des aspects de Nicolas Sarkozy qu'on ne connaît pas. Cette façon qu'il a de regarder les personnages historiques sous des angles qui sont des angles totalement inconnus du grand public. Oui, le général de Gaulle est allé voir Franco et Nicolas Sarkozy raconte ça en disant, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on pourrait dire du général de Gaulle qui va voir Franco avec sa déesse et qui le salue, qui trouve ça formidable? Oui, puis on y apprend aussi, mais ça c'est vraiment très anecdotique, mais c'est très drôle, on y apprend aussi qu'il dit, à un moment donné, Nicolas Sarkozy à une dame, j'ai fait jardinier conseil chez Truffaut. Oui, il le dit dans une visite agricole et je l'ai vu effectivement passer quasiment 30 minutes devant des parterres de fleurs, des pensées oui. et décrire ce que c'était. La relation avec Merkel est aussi un élément très fort et c'est aussi une interrogation, je vous dirais, sur la langue allemande, parce que quand il parle Angela Merkel, il le fait avec beaucoup d'ironie. Il dit, ah bah tu as fait une nouvelle coiffure, c'est formidable et tout ça. Puis il y a l'interprète derrière. Qui rougit. Qui ne sait pas ce qu'il doit faire, parce que ce second degré n'existe pas en allemand. Donc il ne sait pas s'il doit traduire vraiment de but en blanc ou s'il doit faire comprendre que c'est ironique. Et puis comme il est moyennement courageux, il fait comme si c'était vraiment un compliment, que vraiment Nicolas Sarkozy trouvait la frange d'Angela Merkel formidable. Oui, un tout petit mot. Donc Nicolas Sarkozy est le personnage central de votre livre Jour de pouvoir. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit le personnage central de l'élection de 2017 ? Bruno Le Maire. Ça, c'est les Français qui le diront. Oh, mais là, vous ne me répondez pas. C'est les Français qui le diront, mais si Nicolas Sarkozy souhaite revenir, c'est à lui de le décider, c'est au plus profond de soi-même. Vous souhaitez ? Mais j'ai pas de souhait pour les autres.
J'ai des souhaits pour moi, j'ai pas de souhaits pour les autres. Je décide pas à la place des autres. Vous avez réussi à vous débarrasser des souris qui vous empêchent de dormir la nuit? Elles sont toujours là, malheureusement. Oui, comme Vous savez, ça arrive, dans on les est- vieux immeubles, il y a des souris. C'est comme ça. On est bien peu de choses. Günter Grass, vous l'avez terminé? Et Günter Grass, je l'ai toujours pas terminé, Bon, non. voilà. Et vous avez fini par piquer le Keith Richards de Frédéric Mitterrand? Et j'ai piqué le Keith Richards de Frédéric Mitterrand. C'est beaucoup plus divertissant que Günter Grass. Jour de pouvoir, Bruno Le Maire, récit publié chez Gallimard.